des parents bénévoles de l'ADAPI 44, donc l'ADAPI Loire-Atlantique. Donc c'est une association, pour en dire deux mots, donc, qui accompagne environ 2700 personnes atteintes en situation de handicap mental, intellectuel, psychique, des troubles de l'autisme, du polyhandicap, et un peu à tous les âges de la vie. Donc moi je suis parent bénévole et un petit peu engagé côté accessibilité et sur le thème du facile à lire et à comprendre. J'ai l'occasion de faire des sensibilisations déjà auprès de quelques personnes que j'aperçois dans la liste. Voilà. Et je suis aussi personne de soutien auprès d'une association qui s'appelle Nous aussi, qui est une association d'autoreprésentation des personnes handicapées intellectuelles. Donc il y a une délégation sur Nantes et on aura l'occasion d'en reparler un petit peu tout à l'heure. Voilà, merci. Je vais donner la parole à Thomas ensuite, qui est le prochain sur ma liste. Bonjour, merci Manon, bonjour à toutes et à tous. Je suis Thomas Rochard, je suis co-gérant associé dans l'agence web Monsieur Lucien, qui est une entreprise qui accompagne les TPE, les PME, les ETI, les indépendants, les commerçants à développer leur visibilité sur le web à travers de la création de sites internet, de la gestion de réseaux sociaux, toutes ces choses-là, de la formation et du conseil web marketing dans son ensemble, c'est-à-dire mettre en place les outils et les canaux digitaux adaptés aux besoins de chacun. Parfait, merci. Et je vais donner la parole à Sandy, qui est notre troisième intervenante. Oui, donc merci Manon. Donc bonjour à tous, donc Sandy Lambourdière, donc chargée de mission handicap et prévention santé pour la ville de La Chapelle-sur-Erdre. Donc j'accompagne les différents services de la ville à mettre en place des projets dits inclusifs pour les personnes en situation de handicap. Donc inclusifs dans le sens, dans le respect des normes d'accessibilité. Donc là, on est sur l'accessibilité universelle, donc pas que les personnes en situation de handicap, mais on les inclut, donc pour tout public. Et on est amené à faire appel à certains partenaires, comme TCAP par exemple, pour certains projets. Donc ça a été le cas en 2019, quand on a organisé une journée dite ressources pour les agents de la ville. Donc nous avons organisé un atelier, une sensibilisation sur le facile à lire et à comprendre et la communication accessible à tous. Voilà. Merci. Merci. Et donc, je vais finir par moi pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Manon, je suis chargée de communication et graphiste au sein du collectif TCAP. Et donc aussi, j'interviens dans les membres du réseau qui nous le demandent pour faire des sensibilisations à la communication accessible, ce dont on va parler aujourd'hui, mais pas que. On va aussi parler de l'accessibilité de la communication. Et donc, du coup, je vous propose une petite introduction sur la communication, c'est quoi, par Thomas, qui va un petit peu nous faire un tour d'horizon pour que tout le monde soit sur les mêmes bases. Merci Manon. La communication, c'est quoi? Le fait de mettre en place une stratégie de communication. Alors j'essaie de parler, normalement je parle très très vite, donc j'essaie de parler un tout petit peu moins vite pour les gens de l'API LSF, je pense à vous. Concrètement, mettre en place une stratégie de communication, c'est pouvoir délivrer un message à travers des valeurs, tous ces genres de choses. C'est développer la visibilité aussi de son activité, des différentes activités que l'on met en place, des personnes qui mettent en place aussi ces activités. Et forcément, ça demande de structurer un petit peu cette stratégie-là pour que ce soit le plus efficace et pertinent possible. Donc, il existe plein de types de communication. On va avoir la communication qui est dite globale, où on va réutiliser un petit peu tous les supports traditionnels type papier, impression, courrier, flyer et toutes ces choses-là, même si dans notre volonté un peu plus de respect de la planète, on évite de faire trop de papier. C'est pour ça qu'on va essayer de se tourner aussi vers quelque chose d'un peu plus digital. On ne va pas rentrer aussi dans l'histoire du respect de l'environnement avec le digital, mais bref, il y a quand même moyen de faire des choses assez sympas. Et le but, c'est de pouvoir, par rapport surtout aux ressources que l'on a en interne, que ce soit dans des organisations, des entreprises ou des associations, mettre en place une stratégie de communication qui est pertinente
efficace et surtout qui dure dans le temps, parce que la clé, c'est principalement la continuité. Et pour la faire assez simple, aujourd'hui, lorsque vous souhaitez mettre en place une stratégie de communication globale, hein, évidemment, il va falloir respecter différentes étapes, notamment dans un premier temps, définir les différents objectifs que vous souhaitez donner à cette communication. C'est-à-dire à quoi ça va vous servir de communiquer, hein, concrètement, qu'est-ce que vous allez en faire de cette communication. Est-ce que c'est pour présenter vos activités, développer votre notoriété, la visibilité de vos actions, d'accord? Une fois que vous avez défini ces différents objectifs, ce qui va être très important, c'est aussi de définir vos cibles. Et déjà, dès la définition de vos cibles, on va rentrer dans cette accessibilité à l'information, concrètement en fonction des personnes auxquelles vous allez vous adresser, ce qu'on appelle le périmètre du projet aussi. Et forcément, on va mettre en place différentes process, on va dire, d'accessibilité à l'information. Alors, les personnes autour de moi seront beaucoup plus à même d'en parler là-dessus, et notamment Manon. Mais déjà, à partir du moment où vous allez définir vos cibles, ça va permettre de cadrer aussi un petit peu votre stratégie concrètement. Et une fois que vous avez défini ça, vous allez pouvoir aussi choisir les différents canaux de communication sur lesquels vous allez pouvoir vous lancer, que ce soit des sites internet, des réseaux sociaux ou autres. Évidemment, la base de l'identité numérique et de la communication de quelqu'un, c'est son site internet. C'est pour ça qu'aussi, en fonction des cibles auxquelles vous allez vous adapter, c'est important de mettre en place un support qui est lisible, compréhensible, ergonomique, tout ce que vous pouvez dire en hic, qui va permettre de répondre concrètement aux besoins des internautes et des cibles à qui vous vous adressez. Et une fois que vous avez choisi ces canaux de communication, c'est très important de pouvoir les hiérarchiser, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de se lancer à communiquer un peu partout, parce que on en parlera, c'est une des questions sur le fait de dire est-ce que la communication, ça prend du temps? Oui, ça prend du temps, c'est pour ça qu'il faut réduire et se concentrer au maximum sur quelque chose de très pertinent, on va dire, et très efficace. Donc, ça ne sert à rien d'être présent partout, on va juste cibler les canaux sur lesquels on va être fort, donc principalement un site internet et potentiellement un réseau social, et on va choisir ça là-dessus. Et une fois que vous aurez choisi les réseaux sociaux, c'est important d'avoir une ligne de conduite dans la communication que vous allez mettre en place, ce qu'on appelle concrètement une ligne éditoriale, c'est-à-dire un ton de publication. Comment vous allez communiquer, quel type de contenu vous allez communiquer, comment vous allez amener les choses. Pareil, dans cette ligne éditoriale, on peut aussi intégrer tout ce process d'accessibilité parce que forcément, il y a des choses à respecter pour que cette information passe au mieux par rapport au cible que vous êtes défini en amont. Et évidemment, de toute manière, que ce soit dans cette ligne éditoriale, cette fréquence de publication que vous allez amener, notamment sur les réseaux sociaux, on a tendance à dire qu'il faut toujours privilégier la qualité à la quantité. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de publier tous les jours. Parce que pour certains, c'est très compliqué de publier tous les jours. Ça demande un temps un peu considérable. Donc, c'est pour ça que c'est important, et c'est mon 5e point, de dire qu'il faut aussi définir les ressources en interne qui vont être présentes pour animer cette stratégie de communication en fonction des organisations dans lesquelles vous êtes, que ce soit dans du privé ou de l'associatif. On sait que des projets associatifs sont toujours portés par 2, 3, 4 personnes. Et c'est la chose la plus compliquée à mettre en place, c'est cette continuité dans la stratégie de communication qu'on souhaite avoir. Et pourtant, la continuité, c'est vraiment la clé. C'est pour ça qu'on choisit un rythme de publication peut-être moindre, mais qui va être le même dans le temps, c'est-à-dire une fois par semaine, par exemple, mais toutes les semaines, ou une fois toutes les 2 semaines. Et on se force à faire ça. Alors, il y a plein d'outils qui permettent de gagner du temps pour certaines choses, mettre en place un calendrier éditorial, un planning éditorial. Il y a des outils qui vous permettent de programmer, donc vous gagnez un temps vraiment considérable. Mais c'est vraiment important de s'appuyer sur des ressources en interne qui vont être capables d'animer ça, qui ont aussi une impétence avec les outils, hein, on ne va pas se le cacher, et qui vont permettre de répondre à ces différents besoins. Dans tous les cas, lorsqu'on lance une communication, et je vais pouvoir m'arrêter là-dessus dans un premier temps, lorsqu'on lance une communication, ce qui est très important, c'est de ne pas avoir peur d'essayer. La communication, c'est, alors je vais utiliser un terme un peu anglophone, un peu marketeux, mais ce qu'on appelle du test and learn, c'est-à-dire on va tester, on va apprendre de nos erreurs et il ne faut pas avoir peur d'essayer, de tester,
de voir comment c'est perçu par nos cibles, d'adapter au fur et à mesure des choses, de mesurer et surtout, d'être patient. Parce que lorsqu'on lance une communication, il ne faut pas croire que tout de suite, ça va fonctionner du feu de Dieu, tout de suite, ça va impacter tout de suite les gens. Non, ça prend du temps, c'est un travail un peu de longue haleine, entre guillemets, mais c'est cette continuité qui va vous faire avoir une vraie force, un vrai appui après sur votre communication future. Et il y a un moment où il faut bien se lancer, il faut bien commencer et il faut mettre, comme on dit, les mains dans le cambouis. Je pense que c'est un très bon résumé que tu nous as fait là. Peut-être pour recontextualiser pour tout le monde, j'ajouterais une explication de, au final, pourquoi tu es là, Thomas, et Oui, comment tu arrives dans un peu ce monde du handicap de la communication. Tous les deux, on se connaît depuis longtemps, mais en termes professionnels, il y a 2 ans, il me semble, on était allés, donc moi, j'avais 2 volontaires en service civique au sein de TCAP qui s'occupaient de la communication avec moi, qui étaient sourdes. Et on était allé à ce que vous organisiez, c'était des un after-work. after-work à l'époque. À l'époque, On autour de pouvait la faire des communication. after-work. À l'époque, dans le monde d'avant, où il y avait encore des bars d'ouvert, c'était un moment, quelque chose de complètement gratuit, si je ne me trompe pas, Entièrement. Où justement on pouvait aller et apprendre des choses sur la communication. Et donc, on y était allé avec les 2 volontaires de TCAP. Et c'est vrai que je trouvais ça pertinent aussi que Thomas soit là en sa qualité de communicant pour aussi apporter peut-être des termes un peu plus techniques, mais aussi montrer qu'il existe des outils et des ressources qui sont mobilisables et où on peut faire de la communication sans avoir à payer 10 000 euros un communicant qui va venir. Et je sais que pour la majeure partie des personnes qui sont là, on travaille dans des structures où on n'a pas forcément des budgets faramineux. Alors après, c'est des questions auxquelles on va répondre juste après, mais voilà, je voulais un petit peu recontextualiser. Et merci Thomas pour toute l'explication. Donc du coup, un peu plus précisément sur la communication accessible, moi, je vais vous faire une présentation très généraliste de comment à TCAP on voit la communication accessible. Puis je vais ensuite donner la parole à Gilles pour qu'il nous parle un peu plus précisément donc, du facile à lire et à comprendre. La communication accessible, c'est d'abord aussi une question d'engagement de la structure. C'est-à-dire que vouloir faire de la communication accessible et vouloir que notre message soit accessible à toutes et tous, handicap ou pas, c'est vachement bien, mais c'est mieux quand c'est porté par toute la structure et c'est quelque chose qui est très important et qui est assez intéressant parce que ça demande un engagement. Donc la communication accessible, c'est se dire que les messages qu'on va passer vont pouvoir être compris, entendus et lus par tous et toutes. Donc ça peut passer par le fond, comme va nous expliquer Gilles, avec la rédaction par exemple de texte, mais ça passe aussi par la forme, et je vais y passer très rapidement parce que ce n'est pas le centre de cette table ronde, mais ça sur les couleurs qu'on choisit, sur le contraste qu'on peut mettre entre des informations. Du jaune sur un fond blanc, c'est très difficile à lire. Et justement, le centre de la communication accessible aussi, et ce qui est très important, c'est de savoir ses limites, donc de savoir que peut-être qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas être accessible à tout le monde. Et ce n'est pas grave si on est dans une démarche de s'améliorer et de se dire que dans 1 an, dans 2 ans, on sera accessible à tout le monde. Et ça rejoint ce que disait Thomas, la communication, c'est une affaire de patience et qu'on ne peut pas tout de suite correspondre à tout le monde. Mais d'être déjà dans une démarche de se remettre en question, de se poser des questions, c'est important. C'est aussi très important de demander aux personnes concernées des retours. Et nous, à TCAP, c'est ce pourquoi on milite. C'est aussi, des fois, moi, je ne peux pas avoir une vision d'une personne déficiente visuelle. C'est un très mauvais jeu de mots d'ailleurs. Je ne peux pas savoir comment une personne déficiente visuelle va recevoir mes informations. Et un exemple, c'est pour le festival TCAP. J'ai fait beaucoup d'échanges avec Anthony, qui est ici présent d'ailleurs, pour faire en sorte que la programmation soit accessible et accessible à tout le monde. Donc voilà, c'est 2 points qui me semblent très importants dans la communication accessible, c'est se donner du temps, faire par étapes, comme dit Thomas dans le chat, tester, mesurer, s'adapter et s'améliorer, mais aussi s'entourer, parce que de toute façon, c'est en ayant des retours et en s'entourant des personnes qui savent le mieux leur expérience
de lecture, d'écoute, etc., qu'on va pouvoir s'avancer. Ça, c'est un peu plus sur la forme. Et donc, du coup, je vais passer la main à Gilles qui va nous présenter, je crois qu'en plus qu'il a un document, nous présenter le facile à lire et à comprendre, qui est un des outils de la communication accessible qui répond à une grande partie de la population, en tout cas avec un handicap. Je te passe la main. Oui, donc je vais partager mon écran. Je pense que vous devez... donc là, comme je n'ai pas le retour d'écran, donc je vais vous parler un petit peu du facile à lire et à comprendre, ce qu'on appelle le FALC, en abréviation toujours. Donc en fait, c'est, je dirais, un ensemble de... C'est une méthode, c'est un ensemble de conseils et de règles en fait pour rendre les informations accessibles. Alors, on verra ça tout à l'heure, c'est non seulement des règles écrites, mais il y a aussi des conseils pour tout ce qui peut être vidéo, audio, etc. Juste quelques informations. Hein. Donc, bien sûr, le droit à l'information, c'est indiqué dans toutes les grandes lois là, qui sont sorties autour de l'accessibilité. Hein, la loi de 2002, la loi de 2005, la Convention des Nations Unies de 2010, qui rappelle que l'information doit être accessible partout et pour tout le monde. Alors, d'où vient le facile à lire et à comprendre ? En fait, c'est venu au travers d'un projet européen qui s'appelait Passway. C'est un projet qui a été initialisé par Inclusion Europe, qui est une association et qui regroupait en fait des personnes handicapées intellectuelles de 8 pays d'Europe. Et donc pour la France, en fait, la représentation était assurée par l'UNAPI et par l'association Nous aussi. Donc Nous aussi, association d'auto-représentation des personnes handicapées intellectuelles. Alors, l'idée autour du FALC, c'est bien sûr de donner les moyens à tout le monde, en fait, d'accéder à un ensemble de connaissances, mais aussi de pouvoir faire ses choix. C'est sûr que si on ne comprend pas, on va tomber dans une période électorale, là. Bon, c'est pas toujours facile de suivre. Donc faire ses choix, décider de ce qui est bon pour soi, que ce soit dans la vie courante, dans des choix citoyens. C'est important aussi pour pouvoir partager des idées, des pensées, et surtout pour prendre confiance en soi, parce que quelqu'un qui a des difficultés d'accès à la lecture ou à la compréhension d'un texte, forcément, se retrouve pénalisé et donc perd confiance. Alors je passe assez vite, je vais juste vous présenter après quelques exemples. Hein. Bien sûr, tout le monde, bon, au démarrage, c'était un peu le facile à lire, à comprendre a été créé un petit peu pour les personnes déficientes intellectuelles, mais bien sûr, c'est utile pour toute personne qui peut avoir des difficultés de lecture, hein, ce que je disais, de langue, de compréhension, hein, donc personnes en situation de handicap, personnes âgées, personnes qui ont des difficultés à lire, personnes pour qui le français n'est pas la langue maternelle, etc. Donc, c'est un ensemble de règles, de conseils pour faciliter la compréhension des informations écrites, hein, mais aussi électronique, audio, vidéo, sachant que souvent un support écrit peut être interprété en audio. En vidéo, on va trouver les sous-titrages, par exemple. Donc, c'est un ensemble de règles et de conseils. Alors, comment cette méthode dite facile à lire et à comprendre, en fait, vous pouvez trouver les documents en libre service sur le site de l'UNAPI. Je dirais il y a 3 documents de base. Hein. Le document en bleu à gauche, qui s'appelle l'information pour tous, définit effectivement ce qu'on appelle les règles européennes, hein, du facile à lire et à comprendre. Donc c'est un petit fascicule, il est téléchargeable. Je crois que l'ensemble des règles, c'est bon, il y a 53 règles. Donc c'est une base.
Ensuite, celui qui est au centre, guide pratique de la signalétique et des pictogrammes, donc tout ce qui peut être conseil pour réaliser de la signalétique, définir des pictos, comment utiliser les pictos. Et un troisième qui est n'écrivez pas pour nous, sans nous, c'est-à-dire impliquer les personnes handicapées intellectuelles dans l'écriture des textes faciles à lire et à comprendre. C'est elles qui connaissent bien leurs besoins. Donc ça, c'est un document qui a été fait, entre autres, par l'association Nous aussi, dont, je dirais, j'allais dire, leur slogan, c'est un petit peu rien pour nous sans nous. Donc, impliquer les personnes concernées. Alors, je vous ai mis quelques exemples. On ne va pas balayer les règles les unes après les autres, juste en parcourant quelques documents, enfin quelques extraits de documents ou de choses trouvées sur Internet. Hein. Donc ça, c'est un exemple qui a été réalisé par la CNSA. Donc c'est la page d'en-tête et à côté, en fait, un exemple de description qu'on trouve dans ce document. Alors, je dirais que par rapport aux documents classiques, on voit tout de suite apparaître un certain nombre de choses, hein, des polices de caractère qui sont très claires. Hein. En général, on utilise des polices type Arial, ce qu'on appelle des polices bâtons. Type Arial, Taoma, je sais qu'il en existe une autre pour les personnes malvoyantes. J'ai oublié le nom de cette police. Donc des phrases courtes, on est souvent dans la forme sujet-verbe complément, hein, l'utilisation du présent, tout ce qui peut simplifier le texte, pas d'utilisation de mots difficiles, aérer les paragraphes, tout ça facilite la lecture. Au besoin, on peut mettre des illustrations, des pictos ou des photos ou autre chose. Donc ça, c'est un exemple de document, je dirais, un peu technique, administrative. Alors bien sûr, avec dans la saison actuelle, on a aussi vu apparaître des documents, je dirais, plus adaptés à la période, hein, comme l'attestation de déplacement dérogatoire. Donc, c'est vrai que côté gouvernement, un certain nombre de choses se mettent en place de plus en plus avec des versions faciles à lire et à comprendre. Donc, à droite, la fameuse attestation de déplacement et à gauche, c'est un document qui a été édité par le ministère de l'Intérieur, je crois, concernant les vaccins. Donc côté gouvernement, on sait qu'actuellement il y a de plus en plus d'actions en vue de développer le facile à lire et à comprendre un petit peu dans tous les documents. On retrouve les mêmes caractéristiques, hein, police de caractère clair, des choses importantes qui peuvent être mises en gras. Quand on met des illustrations, on les met toujours du même côté. On utilise des mots simples. C'est un peu les grandes caractéristiques. Un autre exemple, c'est... Excuse-moi Gilles, on a eu l'information dans le chat, la police de caractère qui est adaptée aux déficients visuels et téléchargeable gratuitement, c'est Luciole et c'est Caroline Jules de Culture Accessible qui nous donne l'information. Merci. Voilà. Merci. Ça, c'est un autre exemple. Bon, les séances de cinéma différence, qui sont des séances de cinéma organisées, je dirais, pour tous, mais en particulier pour faciliter l'accès au cinéma pour les personnes handicapées. Et donc, en fait, il y a une description. Hein, le cinéma, c'est pour tout le monde, avec toujours le même principe. C'est-à-dire, en fait, du texte clair, des illustrations en place. Voilà. Un autre exemple, ça, on peut aussi, c'est pour vous montrer qu'un petit peu tout est faisable. Hein,
Donc là, c'est une plaquette, là, alors DRD, hop, je dois avoir un J de trop, là. DRDJSCS, c'est une plaquette, en fait, qui avait été réalisée en collaboration avec nous aussi, pour inciter à la pratique du sport. Hein. Donc, c'est un peu une autre forme, mais c'est faisable aussi sous la forme dépliant, plaquettes. Ça, c'est un extrait d'un document, en fait, que vous pouvez trouver directement sur le site du musée d'art de Nantes. Hein. Donc, c'est juste un extrait, une petite copie d'un morceau de page. Mais on voit aussi qu'il est tout à fait possible de faire des choses assez agréables à regarder. Je vous conseille d'aller voir les différents. C'est des parcours qui ont été mis en place par le musée d'art. Et donc, il y a une description qui existe, en fait, en facile à lire et à comprendre pour ces parcours. Oui, bonjour, Olivier Rabalin pour le Nissan. Je venais aux nouvelles. Je pense qu'il y a eu un micro qui n'a pas été désactivé. Vas-y, continue, Gilles. Et donc, là, si vous allez sur le site, en fait, vous allez trouver pas mal de documents qui, là, ont une qualité graphique très intéressante, mais qui, en même temps, respectent un certain nombre enfin, qui respectent les principes du facile à lire et à comprendre. Alors, on voit toujours le côté des phrases courtes. Alors, ça, elle date du XIIIe siècle. Hein. C'est vrai que c'est écrit en chiffres. Bon, je sais qu'il y a eu une petite polémique il y a peu de temps là sur est-ce qu'il faut mettre des chiffres, est-ce qu'il faut mettre des chiffres romains. Il est clair que la première fois qu'on avait testé certaines présentations avec des personnes nous aussi. Hein, bon, le XIIIe siècle, hein, c'est X, bâton, bâton, bâton. Ça peut être ça. Hein, donc, si c'est écrit en caractère romain, c'est quand même beaucoup plus difficile à lire. Et bien sûr, des illustrations qui, là, mettent en évidence ce que l'on peut trouver. Bon. Un autre exemple, pareil, l'association Nous aussi avait participé avec c'est le Muséum de Nantes. Donc, lorsqu'ils avaient fait leur expo Fourmis, par exemple, donc il y avait des vidéos de présentation et typiquement, il y avait des présentations avec des sous-titrages. Donc là, le sous-titrage a été préparé suivant les règles du facile à lire et à comprendre et en respectant quelques principes comme le fait, on voit là le sous-titrage est blanc sur fond noir, hein, c'est un bandeau noir. C'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à lire que quand le sous-titrage, je dirais, est au milieu de l'image, sans qu'il y ait un bandeau spécialisé. Puis dans ce genre de sous-titrage, il faut éviter les défilements, etc. Donc il y a tout un ensemble de conseils, pareil, que vous pouvez trouver dans les documents concernant la vidéo, pardon, dans les documents du facile à lire et à comprendre. C'est le principe de base, impliquer les personnes en situation de handicap, hein, c'est-à-dire faire participer à toutes ces évolutions, puisqu'en fait, bon, elles connaissent bien leurs besoins, donc c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de pousser et de défendre pour avoir des documents d'une qualité qui soit vraiment adaptée, quoi. Alors, autour du facile à lire et à comprendre, il y a un logo. Donc ça, c'est le logo qui a été créé par Inclusion Europe. Donc, lié à copyright. Hein,
bon, on peut l'utiliser gratuitement à condition que les documents respectent effectivement les règles du facile à lire et à comprendre. C'est pareil, vous trouvez une description en fait de tout cela dans le document que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est sur le site de l'UNAPI. Alors pour information, côté ADAPI, donc nous avons un ESAT, donc établissement et services d'aide pour le travail, d'aide au travail, qui est situé à l'EG. À partir de 2017, là, comme ça se développait un petit peu partout, on a décidé de diversifier les activités de cet ESAT. Et là, ils ont créé un atelier de facile à lire et à comprendre. Donc, il y a des travailleurs et des moniteurs d'atelier qui sont formés. 3 groupes de travail sont organisés, là, parce que c'est quand même une activité qui peut être fatigante. Et il est important qu'en fait, que les gens, par exemple, que ceux qui créent le document ne soient pas ceux qui le relisent ou le vérifient ensuite. L'important, en fait, c'est de trouver ce qui est effectivement facile à comprendre ou pas à l'intérieur du texte. Donc cet atelier est en place. On peut courser des documents importants. Il y a moyen d'avoir des transcriptions officielles. Et donc, l'UNAPI a mis en place une labellisation autour du FALC. C'est le petit, ce que vous voyez en bas à droite, un label de qualité FALC. Actuellement, il y a 9 ESAT en France qui sont labellisés qualité FALC, dont les ESAT de l'EG. À ma connaissance, c'est le seul dans la région. Et puis c'est le seul même qui fait du facile à lire et à comprendre. Bon, par contre, bon, il y en a d'autres en France. Actuellement, il doit y avoir 9 ESAT qui sont labellisés. Voilà, c'est une petite présentation rapide, mais il n'y a pas beaucoup de temps. Bien sûr, je compléterai en disant que je ne sais plus quoi. Ah oui, c'est à vous. Pardon. Je vais couper le partage. Bien sûr, ce n'est pas la seule méthode concernant tout ce qui peut être communication accessible. D'autres sont utilisés en fonction des difficultés de chacun. Je dirais, bon, il y en a d'autres, le Makaton, le PEX, toute une série. Sur Internet, on peut trouver tout plein de choses pour se renseigner sur d'autres méthodes. Quelquefois, avec les enfants, les méthodes Makaton sont très utiles. Donc des méthodes en fait qui associent à la fois le langage, des pictos, ou des pictos très fonctionnels, et une approche type langage des signes. Gilles, dans le chat, on a eu un retour. Alors, je remonte un petit peu, comme quoi le 13e avec un exposant, ce n'était pas forcément le plus FALC et que ce n'était pas autorisé dans le FALC suite à un exemple que tu as mis. Est-ce que du coup, il y a des règles qui… Oui. Peut-être l'exposant, oui, excusez-moi, j'ai pas… Non, mais je pense que c'est intéressant aussi de… Je pense que ça peut illustrer ce qu'on disait juste avant, c'est que des fois, on peut aussi se tromper et avoir des retours comme ça. Tout à fait. C'est-à-dire, en fait, l'important, c'est quand même que bon, ces documents soient d'une lecture facile, compréhensible. Alors, c'est vrai qu'on peut toujours… Il y a 53 règles, bon, quelquefois… Bon, on en loupe quelques-unes. Mais globalement, c'est un exercice en plus intéressant à faire, je dirais, même pour soi-même et pour discuter ou échanger avec d'autres personnes. C'est pas toujours évident d'écrire avec des phrases simples. On a tendance facilement à tout compliquer. Je ne vous parle pas de tout ce qui peut être mode d'emploi de machine à laver ou comment… J'ai eu l'occasion de tester ça avec mon fils. Là.
Donc, comment lui faire un mode d'emploi facile à lire et à comprendre pour utiliser la machine à laver. Bon, c'est intéressant. Ça pourrait être utilisé ailleurs, par exemple pour les gens qui vous proposent des forfaits pour vos téléphones mobiles ou autres, qui vous mettent en emploi. Non, il y a vraiment beaucoup d'efforts à faire pour prendre une communication, même une communication courante, sans qu'elle soit forcément labellisée Falk, mais au moins qu'elle respecte les grands principes de cette communication. C'est ce que j'allais ajouter. C'est vrai que le mieux au maximum, c'est de faire du pur Falk en respectant toutes les règles, évidemment. Mais des fois, il y a des choses qui font qu'on ne peut pas, on n'a pas les moyens humains, les moyens temporels, etc. Et l'idée, c'est aussi de connaître ces règles pour être dans une démarche où on essaie de simplifier. Et ce que tu disais par rapport au mode d'emploi, et moi, c'est une des premières réflexions que je me suis faite quand je suis arrivée dans ce monde de la communication accessible, c'est qu'en fait, du moment où on arrive à l'école primaire, on nous apprend à utiliser des mots très, très compliqués, des phrases très, très longues, avec une écriture, avec plein comment dire, de ronds dans tous les sens, pour paraître plus intelligent que la personne à côté de soi. Alors qu'au final, ça complexifie le discours et ça complexifie notre manière de communiquer. Et c'est du coup très intéressant aussi, je pense, dans un point de vue un peu sociétal, de se poser la question de à quel moment on s'est dit que faire des phrases très longues avec des mots très compliqués, ça nous rendait plus intelligents pour faire passer un message. Et ça, voilà, ça amène une réflexion peut-être un peu plus longue auquel on pourra participer plus tard, mais qui est très intéressante. Et du coup, pour faire le pont, avec Gilles, donc tous les deux, nous étions allés faire une sensibilisation à la communication accessible à la ville de La Chapelle-sur-Erdre. Et j'ai invité Sandy à venir aussi nous faire un retour de témoignage de qu'est-ce que ça avait pu changer au niveau des agents de la ville, quels ont été les retours d'expérience par rapport à ça, parce que là, on parle de communication écrite, de communication digitale, mais la communication, c'est aussi comment on s'adresse à une personne, quel message on fait passer, et c'est aussi intéressant d'avoir ce retour-là. Et donc, c'est un très bon pont pour passer la main à Sandy. Oui, merci Manon. Alors, comme tu l'as bien dit, donc vous êtes venu donc à La Chapelle pour faire un atelier de sensibilisation à la communication accessible en incluant la partie facile à lire et à comprendre. Donc, il faut savoir que les personnes qui étaient présentes à cet atelier-là, elles étaient volontaires pour participer. Parce qu'elles sont soit sensibilisées, soit concernées directement par cette thématique, soit juste une envie de découvrir un petit peu ce que c'est la communication accessible. Et c'est vrai que ça a été vraiment une première approche de ce que c'est le facile à lire et comment on pouvait améliorer en tout cas des documents écrits, type affiches, règlements intérieurs, etc., à tous les publics. Sachant que nous, on a quand même différents services qui accompagnent, qui accueillent des personnes en situation de handicap ou non, des personnes allophones, des personnes qui ont des difficultés à lire ou à comprendre des informations. Et que nous, on souhaitait quand même les sensibiliser dans un premier temps à la communication accessible. Et dans le cadre du développement de notre politique du handicap, on voulait continuer et donc former les agents qui le souhaitaient à cette communication accessible. Donc, il y a eu vraiment 2 temps. Donc, le premier temps où vous êtes intervenus, donc Manon et Gilles, où voilà, les agents ils ont un petit peu pris connaissance de ce que c'était le FALC et un petit peu les règles d'écriture, etc. Et puis, dans un deuxième temps, donc une formation de 3 jours sur concrètement comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut faire et surtout comment on arrive à partir de ce qu'on a déjà, déconstruire ce qu'on sait, c'est-à-dire faire des belles phrases, des phrases longues, etc., des mots compliqués, déconstruire ça et faire simple mais précis. Et la question, c'est toujours qu'est-ce que je veux que l'autre comprenne dans ce que je dis. Et en fait, c'est là ça prend tout son sens parce qu'on se rend compte que moi, j'ai compris quelque chose, mais l'autre n'a pas forcément compris comme j'ai voulu qu'il le comprenne. Donc, il faut que j'arrive à utiliser des mots simples pour que l'autre puisse comprendre ce que je dis ou ce que j'ai écrit. Donc, c'est vrai que les agents, ils étaient quand même contents de ces 2 phases. Donc, la phase formation, elle se terminera en mai. Mais en tout cas, voilà, ils étaient contents. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience de la part de certains qui se sont rendus compte que les documents qui sont produits ne sont pas forcément accessibles à tout le monde, en tout cas, en partie, mais pas tout le monde. Et le but, c'est vraiment que voilà, les documents qui vont être produits par la suite soient accessibles, donc du plus jeune âge au plus âgé, ou voilà, en tout cas, quelle que soit la personne qui
lira les documents écrits ou qui se présentera aux accueils de la ville, voilà, qu'il soit compris et que l'agent puisse comprendre aussi le message que l'autre personne souhaite transmettre aussi. Donc, c'est tout un travail de déconstruction, mais c'est un travail qui est nécessaire pour moi, je trouve, pour qu'on soit vraiment dans la compréhension de l'autre, dans l'échange, dans la consolidation de la relation de confiance qu'on peut avoir avec les usagers. Et voilà, ça prend du temps, mais une fois qu'on a repris certains mécanismes, en appliquant certaines règles, on arrive à faire des choses très sympathiques. Pas forcément comme on le souhaite au départ, mais quelque chose qui nous plaît et quelque chose qui correspond aussi à la personne qu'on a en face. Et il faut savoir que dans le cadre de cette formation qu'on a mis en place, le 3e jour, donc en mai, il y aura des personnes en situation de handicap qui vont venir avec nous, lire les documents, tester les documents, valider avec nous ou non les documents et nous aider à nous améliorer voilà, dans notre façon de faire. Et j'espère vraiment que les agents vont être contents à la fin du 3e jour parce que voilà, il y a des choses qui vont se décanter après. Ça va remuer un petit peu encore, je pense, pour certains qui n'ont pas l'habitude de déconstruire pour reconstruire. Mais je suis aussi là, personne ressource, pour les accompagner dans cette démarche. Et voilà, nous, en tout cas, on est content déjà de la première phase de sensibilisation. Et puis, nous, on a remis derrière une formation pour consolider certains acquis des agents. Donc, voilà. Merci beaucoup, Sandy. C'est vrai que c'est intéressant aussi d'avoir des retours de témoignages comme ça. Et comme tu disais, Sandy, je trouve que la déconstruction, c'est une des phases les plus importantes quand on parle d'accessibilité parce que ce n'est pas évident de changer tout ce qu'on nous a appris, que ce soit en termes de communicants aussi. Moi, c'est un peu le travail que j'ai fait en arrivant à TCAP. J'ai dû déconstruire un peu tout ce qu'on m'avait appris sur la communication et le graphisme pour pouvoir être accessible. Et c'est un peu ce qui est dit dans le chat là, de comment arriver à une véritable lecture universelle. Ça pose plein de questions, plein d'ajustements, de mise en place. Et donc, voilà, c'est une vraie question qui doit se poser, comme on le disait, avec tout le monde et qui ne peut pas se faire en une journée. Il y a juste une question qui a été posée. Je fais une pause. Aborderez-vous le sujet du RGAA dans le cadre de cet atelier? Et une question qui est: qu'est-ce que le RGAA? Je vous avoue que moi, je ne sais pas, je ne connais pas la contraction de ces mots. Je ne sais pas si, monsieur Le Retrouvé, vous voulez juste nous donner une explication sur qu'est-ce que c'est que le RGAA? Oui, alors bonjour. Bonjour. Donc, je suis Franck Le Trouvé, je suis élu à la mairie de Rezé en charge du handicap. Rapidement, en fait, le RG2A, c'est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. C'est le cadre légal aujourd'hui pour les collectivités, pour les associations qui ont une délégation de service public. Donc, le RG2A, on est d'accord, c'est un référentiel. C'est un ensemble de règles, de normes, puisqu'on parle là concrètement de la norme, mais c'est une norme qui s'applique à l'ensemble numérique public aujourd'hui en France. Cette règle, en fait, elle est ancienne et le législateur, dans ce cadre-là, il présuppose que la communication publique en France, elle est accessible pour tous depuis mai 2012. Donc, concrètement, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier de manière volontaire ou non, mais c'est un cadre légal et obligatoire. Donc, le FALC, les différents leviers de communication qu'on a abordés, c'est parfait, c'est très, très bien. Mais sachez simplement que quand, en tant que citoyen, vous avez des droits à revendiquer par rapport à la qualité accessible de l'information, sachez que les élus, sachez que les services, sachez que aujourd'hui, la communication publique et la communication privée des grands groupes ont une obligation à vous proposer une information accessible. Et cette obligation, en fait, elle réside dans l'article 47 de la loi de février 2005. Et c'est un cadre légal, c'est un cadre structurant. Et ce référentiel, en fait, est là pour, je dirais un peu montrer la voie et indiquer les obligations nécessaires à mettre en œuvre pour respecter la loi française, d'une part, et pour faire en sorte que la communication numérique elle soit accessible.
Donc aujourd'hui, sachez qu'il y a même en fait des astreintes pécuniaires qui sont prévues par la loi. Quand je dis astreintes, ce sont des contraintes financières qui sont prévues pour mettre en demeure les collectivités de respecter leurs engagements. À la ville de Rezé, on n'est pas forcément exemplaire, mais je vous rassure, en fait, aucune ville n'est définitivement exemplaire, aucun département, aucune région, aucun ministère ne l'est aujourd'hui. En revanche, sachez qu'il y a un véritable élan à ce niveau-là pour faire en sorte que la communication en ligne numérique soit de plus en plus accessible. Donc voilà, simplement pour définir ce qu'est le RG2A, c'est un référentiel. C'est un référentiel, c'est une norme, et cette norme, elle est applicable, elle doit être appliquée au sens de ce qu'aujourd'hui entend la loi, et à vous, à nous, à moi, de revendiquer la possibilité aujourd'hui que la communication numérique, elle s'inscrive dans le cadre de cette loi et dans le cadre de ce référentiel. Merci beaucoup pour ces explications. C'est vrai que tout n'est pas complètement accessible, mais ce que vous disiez, je trouve intéressant et qui est à souligner quand même, c'est qu'il y a une envie de s'améliorer qui aurait dû être là depuis très longtemps, c'est sûr, mais qui est en train d'émerger et de se faire. Mais pas. Oula, je pense qu'il y a un micro. Je mute. Mais que c'est vrai qu'il y a des informations qui sont encore très difficilement accessibles aujourd'hui, et notamment de la part de nos collectivités. Et comme on voit avec la ville de La Chapelle-sur-Erdre, il y a une démarche aussi d'apprendre tout ça et de déconstruire pour reconstruire. Techniquement, il nous reste 10 minutes pour cette table ronde. Il nous restait une bonne partie à discuter. Donc, je ne sais pas si je regarde un peu mes intervenants, si vous souhaitez qu'on passe sur la deuxième partie qu'on avait prévue, ou si peut-être on ouvre les questions. Je regarde un petit peu ce que vous me faites comme tête. Comme ça t'arrange maintenant, parce que je pense que c'est des questions qui sont mises dans les idées reçues ont permis de répondre à potentiellement des questions que certaines personnes se posent, et puis au pire, les personnes pourront poser leurs questions et on pourra rebondir là-dessus potentiellement dans le chat ou autre. Exactement, ok, ça marche. Donc la deuxième partie qu'on avait prévue, c'était un peu des idées reçues qu'on a recensées dans le formulaire d'inscription, où vous avez noté un petit peu vos questions, et aussi nous, ce qu'on a pu entendre de notre côté dans notre travail. N'hésitez pas à mettre aussi des questions dans le chat, on essaiera d'y répondre soit par écrit, soit du coup en discussion. La première idée reçue qui avait été notée, c'est: pour faire de la communication correctement, il faut beaucoup d'argent et de temps. Et je pense, Thomas, tu avais commencé à y répondre au tout début. Si tu veux un petit peu reprendre la parole là-dessus. Ouais, en fait, donc il faut beaucoup d'argent, non. Ça, c'est une idée reçue. Par contre, il faut un petit peu de temps, au moins dans le début, pour pouvoir mettre en place un petit peu cette stratégie de communication. C'est le fameux déconstruire pour reconstruire dont tu as parlé maintenant, mais c'est vraiment être capable de mettre en place les bases de la stratégie. Ça prend un petit peu de temps. Évidemment, mais une fois que cette base est posée, au fur et à mesure que l'on va alimenter cette communication, ça va devenir des réflexes, et on va pouvoir l'alimenter de manière continue sans que ça prenne trop de temps, parce qu'on va mettre en place une communication efficiente avant tout. Mais non, ça ne demande pas beaucoup d'argent. Par contre, ça demande en effet, comme l'a expliqué Manon aussi tout à l'heure, de s'appuyer sur des ressources, qu'elles soient en interne, humaines, sur des personnes qui ont peut-être une appétence là-dessus, qui peuvent aussi vous faire des retours sur la façon de consommer l'information, la communication, toutes ces choses-là. Et puis, il faut savoir qu'à Internet, on y trouve plein de choses. On trouve beaucoup de choses aussi très, très positives. Il y a énormément de tutos, d'informations que vous pouvez retrouver sur le net qui sont fournis par pas mal de sources diverses et variées. Mais vous avez des tutos sur YouTube. Nous, on s'est forcé à en faire des tutos sur YouTube, des webinaires où on explique un petit peu comment mettre en place une stratégie de communication. Donc oui, c'est du temps, le temps de consommer, on va dire, l'information, de la digérer et de la mettre en place. Mais concrètement, on va dire, que ce soit dans le public ou privé, nous, ce qu'on essaye toujours de mettre en place, c'est de faire en sorte qu'on prend du temps au début pour mettre en place la base, et pour ensuite ça se fasse, on va dire, naturellement, créer les réflexes. Et évidemment, je leur dis,
faire par étapes. J'entends tout ce qui a pu être dit sur le fait qu'aujourd'hui, l'information doit être accessible à tous. J'en suis le premier convaincu, mais ça demande de faire par étapes. D'abord, d'aller toucher certaines populations, certaines personnes, puis un peu plus, puis augmenter au fur et à mesure la portabilité, on va dire, de cette information. Si vous essayez de faire une information accessible à tous tout de suite, ça va prendre énormément de temps et finalement, vous risquez de perdre en efficacité derrière. Donc, nous, on fait toujours par étapes, c'est toujours mieux et vous êtes sûr que ce sera plus efficace derrière. Et c'est ce que j'allais dire un peu pour aussi faire de la pub aux personnes qui sont là, c'est que sur la chaîne YouTube de Monsieur Lucien, du coup, il y a pas mal de webinaires accessibles et d'informations qu'on peut aller trouver, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Et puis, pour rebondir un petit peu aussi sur ce que disait Monsieur Le Trouvé sur le RGA, donc c'est le RG2A, donc c'est très rigolo, enfin rigolo entre guillemets, hein, pour une agence web de ne pas connaître ça, ce qui est un peu fou. Et en même temps, par rapport à ce que vous avez dit, je trouve ça très intéressant parce qu'aujourd'hui, les normes, on va dire, en termes de web design et même en termes de consommation d'informations sur le net, répondent aussi à des volontés d'accessibilité. Aujourd'hui, toutes les vidéos que vous allez consommer sur les réseaux sociaux ont des sous-titres. À voir comment ils sont mis, à voir comment sur les couleurs et autres, évidemment, c'est pas forcément adapté à tous, mais déjà, on met en place du sous-titrage sur la communication dès qu'on veut être accessible. Et puis, sur les supports du web, notamment sur les sites Internet, aujourd'hui, on est sur le fait d'avoir des designs très épurés, très simples, où l'information est mise en avant. On va avoir des titres qui sont mis en plus gros pour porter cette information. Pas trop de couleurs. On va réduire le nombre de couleurs pour éviter que ce soit trop champêtre. Bref, on va faire en sorte d'amener un maximum cette accessibilité de l'information. Et il y a des outils aussi qui existent, des extensions que l'on peut intégrer directement à des sites Internet qui permettent d'amener aussi certains modes d'accessibilité, comme le fait d'agrandir ou de diminuer la police, le fait de mettre ce qu'on appelle en dark mode, c'est-à-dire avoir un fond sombre pour faire ressortir les informations et que ce soit adapté. Bref, vous avez des possibilités de faire, mais une fois de plus, le but, c'est de faire par étapes et de bien organiser cette stratégie de com. La deuxième idée reçue qu'on avait relevée, c'est que la communication accessible, c'est moche, et si on n'a pas de graphiste, c'est encore plus moche. Pour la partie, en tout cas, graphiste, moi, je vais pouvoir aussi intervenir là-dessus, c'est que non, ce n'est pas forcément moche, mais ça demande, comme on le dit depuis le départ, de la déconstruction. On a été un petit peu habitué à avoir des publicités avec plein d'écritures et plein de couleurs et plein de dessins. Et ça demande juste un autre angle d'attaque et une autre manière de communiquer. Et je pense, là où je vais peut-être plus te donner la parole, Gilles, je pense qu'aussi sur le fond, moi, je sais que j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit, oui, mais si on écrit en Falc, ça ne va pas être très fluide, pas être très joli à lire. Alors qu'en fait, non, c'est juste une manière de délivrer l'information, je pense, plus efficace. Oui, tout à fait. Il y a un côté efficacité de ce côté recherche d'information. Le côté, en fait, je ne sais plus le terme que tu as utilisé, en fait, que ce n'est pas très beau. J'ai dit moche. Esthétique. On va être sur l'esthétisme. Oui. En fait, c'est pareil, c'est un petit peu tout ce qu'on peut en faire. Je pense que si vous regardez des documents sur le web, je sais qu'il y a en particulier, alors tout ce qui peut être lié au musée, etc. Sincèrement, vous avez des documents qui sont vraiment très, très, pas du tout moches. Non, vraiment, il y a des choses qui peuvent se faire très bien, quoi. Bon, c'est vrai. Après, il y a toujours un compromis. On a vu ça, par exemple, dans les... je sais que par exemple, les revues des communes, quelquefois, qui commencent à mettre des articles en facile à lire et à comprendre, quelquefois, il y a un compromis avec l'agence qui fait un petit peu la communication, parce qu'en fait, il faut trouver le bon compromis aussi entre quelque chose qui esthétiquement peut être plus joli. Alors les découpages en colonnes, l'utilisation de certaines couleurs, etc. Sauf qu'à un moment donné, il y a des choses qui deviennent difficiles à lire, quoi. Qui dit difficile à lire dit, oui. Donc il y a un compromis
en fait, sans doute, bon, dans les communications courantes, entre quelque chose de plus esthétique et quelque chose qui est plus compréhensible, quoi. Complètement. Et je pense que cette notion de compromis… Pardon, Thomas, vas-y. Je vous en prie, madame. Non, je disais, cette notion de compromis, elle est intéressante parce qu'il y a aussi la question de à qui on veut communiquer, et ce compromis répond à ce dont tu parlais, Thomas, au tout début. C'est que si on est une grosse entreprise et que notre cible principale, je ne sais pas moi, c'est les hommes qui vont courir tous les dimanches matins à 8 heures, peut-être qu'on n'a pas le même public à qui on doit communiquer que si on est une institution, une ville qui donne de l'information, si on est, je ne sais pas moi, un parti politique qui veut donner son programme pour les prochaines élections. Il y a aussi cette question-là et à laquelle il faut répondre en tout premier sur les bases, comme parlait Thomas, qu'on met en place au début et qui sont intéressantes à répondre. Et ces compromis qui peuvent être faits là répondent aussi à l'envie de la personne qui communique, à qui elle a envie de communiquer. Personnellement, je pense qu'il y a une vraie corrélation et une cohérence entre les normes, on va dire, du web design et du design que l'on apporte à n'importe quel support et ce besoin en accessibilité. Par expérience, de plus en plus, tous les sites Internet que l'on crée, on essaye de faire en sorte que l'information est la plus simple à lire, à comprendre, et que le chemin, on va dire, ce qu'on appelle l'expérience utilisateur sur le site Internet soit le plus simplifié possible. Donc, ça amène forcément sur ce respect du facile à lire, à comprendre. Donc, moi, je suis persuadé qu'on peut très, très bien faire de la communication accessible et esthétique. Complètement. Et ce que disait Alice dans le chat, c'est que sur une page web, par exemple, les titres et les liens permettent aux non-voyants de plus accéder. Et c'est en même temps quelque chose, les gros titres, comme tu disais, ça permet, comme tu disais Thomas, ça permet d'avoir un accès à l'information plus facile. Les liens permettent aussi un référencement de notre site web plus facile. Et donc, tout s'enchaîne, on va dire. Gilles, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, en fait, c'était juste une remarque sur ce côté, justement, accessibilité, site web, etc. On voit aussi quand même de plus en plus, je dirais, d'organismes, de communes, etc., qui gèrent leur site web et qui font appel aux personnes, en fait, pour tester les sites web avant qu'ils soient mis en ligne. C'est quand même quelque chose d'important, c'est-à-dire, toujours pareil, quelles que soient les difficultés d'une personne, c'est bien, en fait, de poser la question aux gens avant de faire. Exactement. De tester les sites web. Et ça revient à ce qu'on disait. Faire appel aux associations pour qu'elles participent, en fait. Ce ne sera jamais parfait, sans doute, mais c'est important. C'est important. Et on en voit de plus en plus, donc c'est enclenché. Hein. Et c'est ce que disait Sandy, là, sur la dernière phase sur la formation de la ville de La Chapelle. Il y a des personnes qui vont pouvoir être là pour relire, donner leur avis. Comme je le disais moi, et comme le disait aussi Alice dans le chat, sur, par exemple, la communication du festival TCAP, j'ai fait pas mal de travail avec des bénévoles pour avoir leur retour, savoir comment c'était lisible. Donc, je pense qu'on va arriver sur la fin de cette table ronde et je suis désolée, on ne va pas avoir le temps de répondre à toutes vos questions, mais n'hésitez pas à nous contacter par mail, à nous envoyer vos questions en plus afin qu'on puisse peut-être y répondre après ou voir pour organiser d'autres temps. Mais pour clôturer un peu tout ce qu'on disait, tout ce qu'on dit depuis le départ, c'est que la communication accessible, c'est une question de temps, une question aussi de prendre le temps de s'informer, prendre le temps de demander aux personnes concernées, prendre le temps de poser les bases, comme disait Thomas, pour ensuite avoir moins de temps à passer, on va dire, sur cette communication. Et donc, je pense que déjà, si ces principes-là sont mis en place, ça ne peut qu'aller dans une bonne démarche. Donc, du coup, voilà, je pense que je ne sais pas si les personnes qui intervenaient, vous avez un dernier mot avant qu'on clôture tout ça. Je vais vous mettre le mail de TCAP aussi dans le chat si vous souhaitez, si on n'a pas pu répondre à toutes vos questions. Oui, Manon, moi, je souhaitais quand même ajouter quelque chose sur l'envie. Tu l'as souligné au départ, mais je pense que c'est bien de le redire. Faut vraiment avoir l'envie de faire quelque chose.
de bien, mais de simple. Bah, y aller par étapes, ça c'est clair et net. Voilà, on ne pourra pas tout faire du jour au lendemain, mais y aller par étapes. Et surtout, se laisser guider aussi par les personnes, accepter de se faire aider, accepter de recommencer petit à petit, de reconstruire les choses. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. Je pense que les personnes sauront nous le dire aussi. Bon, bah là, c'est pas très clair. Est-ce que vous pouvez voilà, refaire, me remontrer, me réexpliquer? Et c'est comme ça qu'on avance. En tout cas, moi, pour ma part, c'est comme ça que j'ai appris grâce aux personnes. Et puis, l'envie de faire. Franchement, voilà, quand on a envie, on se donne les moyens. On entraîne aussi les personnes qui ont envie. Et c'est le plus important et on fait des choses très bien. Voilà. Nous, on travaille petit à petit là-dessus et on est convaincu que voilà, à la fin, on va pouvoir toucher un grand nombre de personnes et c'est ça qui est vraiment voilà, important. Thomas, Gilles, je ne sais pas si vous avez un dernier mot avant que je clôture. Moi, j'acquiesce totalement ce que vous avez dit. Sandy, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est tester, pas avoir peur de se planter. Au contraire, hein, c'est en se plantant qu'on apprend et il n'y a aucun mal à se planter à partir du moment où le but, c'est de s'améliorer derrière. Il faut y aller, faut pas hésiter du tout. Et puis, je remets un petit coup quand même, mais la communication, c'est aussi de la patience. Il faut être patient, c'est-à-dire que vous allez vous lancer, vraiment la clé, c'est la continuité. C'est une fois que vous êtes lancé dans ce truc-là et que vous avez cette envie, il ne faut pas la lâcher. Donc, il faut vraiment continuer à fond et être patient et vous allez voir qu'au fur et à mesure, les retours vont être de plus en plus positifs et vont répondre à vos objectifs au début. Gilles, un dernier mot? Oh, je crois que tout est dit, hein. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'effectivement, comme dit Sandy, il faut avoir l'envie de faire. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on constate qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de faire. Donc, ça ne peut que s'améliorer. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour, du coup, aux trois intervenants, Gilles, Thomas et Sandy, pour être venus pour discuter de ces questions-là. Pour répondre à la question qu'il y a dans le chat, il y aura, on pourra retrouver du coup cette table ronde en ressources sur le site de TCAP, donc courant mai. Et merci beaucoup. N'hésitez pas à nous envoyer des mails. J'ai mis mon mail aussi dans le chat. Si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu, si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas aussi à aller consulter du coup la chaîne YouTube de Monsieur Lucien qui a mis Thomas dans le chat pour avoir accès à des infos. Je pense que ce format, vu le nombre d'inscrits et le nombre de retours qu'on a eu, sera peut-être quelque chose qu'on réfléchira peut-être au sein de TCAP, faire d'autres formes pour avoir des discussions sur la communication qui a l'air d'être un peu le nerf de la guerre pour tout le monde de toute façon. Et voilà, je vous remercie tous d'être venus et je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous connecter ce midi sur le Facebook du collectif TCAP pour voir notre émission en direct et à assister à tous les événements jusqu'à dimanche qui font partie du festival TCAP. Voilà, bonne journée à vous. Merci Manon. Merci à tout le monde. Merci Manon. Merci à vous. Je vais mettre les dernières personnes en salle d'attente juste pour qu'on débriefe un petit peu entre nous de la table ronde. Comment ça s'est passé? Vous en pensez quoi? Bah, je pense que ça s'est bien passé. Ouais, vous êtes content? Oui, complètement. Bon, bah, c'est cool. On a réussi à tenir le timing. Bon, du coup, je n'ai pas du tout laissé la parole aux gens, mais on a réussi à tenir le timing. Moi, je trouvais ça très bien. Alors, il y avait un peu concurrence parce que j'étais sur un autre temps là, avec un chromosome en plus, donc je suis arrivé un peu en retard, mais je trouvais On a ça. entendu parler de ton Nissan.
Tu n'avais pas coupé ton micro. Ah merde. Ah, c'est con. Enfin bon, ouais, non, c'était plutôt intéressant, ouais, très, très utile, je pense, très pratico-pratique. Ouais. Ouais, c'est bien. Mm. Non, super. Bon, bah, super. Je suis contente qu'on ait réussi à être dans les temps, qu'on a réussi à tout aborder en un temps limité, que tout le monde ait pu s'exprimer. Donc, c'est très, très cool. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venus, à vous trois. Non, merci à toi, Manon. Merci à vous. Et puis, bonne fin de journée, hein, au final. Oui, bonne journée à toi aussi. Allez, merci, au revoir. À bientôt. Au revoir. J'ai vu la on communique sur les réseaux sociaux, on communique pas sur les réseaux sociaux, je veux dire. Je veux dire, on est une agence de web digital à un moment donné. Ah, attends, on est premier sur le web. Si tu n'as pas une montée en flèche des abonnements YouTube, je ne comprends pas. Hein. Je t'ai fait de la pub. Hein. On en a eu 2. Yes. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est par étape. Merci en tout cas. Non, mais exactement. Merci en tout cas d'en avoir parlé. C'est cool. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ben, moi, je vais vous laisser parce que j'enchaîne avec l'émission en live. Là, j'ai des gens qui sont dans mon salon en train d'installer les caméras et de faire des essais. Vous voyez, je dois vite quitter pour aller faire la suite. Tu veux faire coucou, Martin? Bonjour à Martin. Bonjour. Et Rémi. Ben, merci beaucoup. Et si j'ai des questions par mail, de toute façon, je ferai un petit bilan. Manon, bonne fin de journée. Oui, bonne journée à toi, Manon. C'était pas le retrouver, c'est le trouver. J'ai dit quoi, le retrouver? Ouais. Ah, voilà, c'est vrai, c'est fait. Non, mais par contre, quand il a mis son RGAA, je me suis dit merde, j'ai pas le temps d'aller chercher. RG2A, tu connaissais pas, Manon? RG2A, je connaissais, mais je l'avais jamais vu écrit. Donc, j'étais là, RGAA, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et quand il a dit RG2A, j'ai fait, ah oui, bah oui, logique. Il y a sur le chat. Ouais, j'ai vu, super d'ailleurs d'avoir fait ça. Le chat est enregistré, il y a une capture qui a été faite. J'ai enregistré mon